Pour les Russes, la fin des combats constitue un moment de joie intense. Ну что вам я могу сказать? В Берлине, в центре. Другой раз так забудешь, не вдумаешься глубоко, посмотришь. Напротив Рейхстаг, а здесь Бранденбургские ворота, которые Ебель-то камнем, который заложил. Все равно прошли. Berlin, le dernier champ de bataille. La capitale du Reich hitlérien est tombée aux mains de l'armée rouge. Les Berlinois, stupéfiés, attendent de voir ce que les conquérants leur réservent. Mais il n'y a aucun massacre organisé. On laisse les survivants vivre comme ils le peuvent. Staline ordonne même à ses troupes de ravitailler les Berlinois. Mais les soldats pillent les demeures et dans toute la ville, ils pourchassent les femmes. Les Russes passaient, de plus en plus nombreux. Ils regardaient par la fenêtre et soudain, l'un d'eux est entré. Je gardais un enfant. Il a pris l'enfant qui était sur mes genoux et lui a donné un jouet et quelques cigarettes pour s'amuser. C'est la première fois que j'étais violée. J'étais terrifiée. Après, je ne pouvais plus parler. Mich gar nicht richtig äußern. Le chef de la police de Staline, Beria, et son ministre des Affaires étrangères, Molotov, visitent Berlin. L'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation et chacun des alliés occupe un secteur de la capitale allemande. Les Alliés ont décidé que l'Allemagne doit les dédommager pour la guerre. Le maréchal Zhukov a dit « Nous nous sommes battus longtemps et âprement. Nous avons pris Berlin. Nous avons le droit moral et légal d'exiger un maximum d'indemnisation. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. » La population allemande est contrainte d'aider les Russes à s'emparer des ressources industrielles. Et il n'y a pas que des machines. Des milliers d'ouvriers qualifiés et de scientifiques sont enlevés et emmenés en Union soviétique. L'Europe centrale revient à l'âge des ténèbres. C'est un monde impitoyable, sans loi et sans abri. Un continent de nomades. Des millions de gens déplacés par les nazis tentent de regagner leur foyer. Ce sont maintenant les Allemands qui sont les victimes. De la Méditerranée à la Baltique, les vainqueurs façonnent l'Europe à leur image. La Pologne, la route des envahisseurs vers la Russie, obsède Staline. La Pologne de l'Est est annexée par l'Union soviétique. En contrepartie, les Alliés déplacent tout le pays vers l'Ouest pour donner à la Pologne les territoires de l'Est de l'Allemagne. Les Allemands en sont expulsés. Les Polonais, dont les terres ont été prises par l'Union soviétique, occupent maintenant les fermes et les maisons allemandes. À l'automne de 1945, une jeune Polonaise de 19 ans et un homme plus âgé de la milice sont entrés dans notre maison. La fille a demandé « À qui appartient cette maison ?»
Ma mère a répondu, c'est notre maison. Et Hania, c'était le nom de la Polonaise, a dit, maintenant elle est à moi. À partir de ce moment, c'était la maison de Hania. À 6 heures du matin, la milice est arrivée et on a frappé à la porte à coups de crosse de fusil. Dehors! Même si je n'étais qu'une enfant, j'ai su ce que ça voulait dire. Dans toute l'Europe, quelques 12 millions d'Allemands sont expulsés des terres sur lesquelles ils ont vécu pendant des siècles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épuration ethnique. À l'époque, les Alliés parlaient plutôt de transfert de population et les Britanniques aident les Allemands à partir. Jour de victoire à Londres. La Grande-Bretagne sort de 6 ans de guerre, soulagée mais épuisée. Pour l'instant, les gens applaudissent le roi et l'Empire comme si rien n'avait changé ou ne pouvait changer. Clement Attlee est le nouveau premier ministre du roi. Les électeurs britanniques ont élu la gauche et Churchill a été battu. En politique étrangère, le nouveau gouvernement travailliste s'agrippe à l'alliance américaine. Ernest Bevin, le nouveau secrétaire aux Affaires étrangères, est un syndicaliste de carrière qui ne fait pas confiance aux communistes. Il a appuyé l'intervention de Churchill dans la guerre civile grecque. Les intérêts britanniques sont en jeu. Le conflit menace la route du pétrole britannique qui part du Moyen-Orient et traverse la Méditerranée. Le plus important mouvement de résistance, les communistes, prennent le pouvoir. Mais ils ignorent que Staline a confié à Churchill qu'il n'est pas du tout intéressé à une Grèce communiste. L'armée britannique débarque. La guerre civile est longue et cruelle, mais Staline tient parole et abandonne les communistes grecs à leur sort. L'Union soviétique domine maintenant les pays limitrophes de sa frontière occidentale. Au début, Staline n'impose pas un système soviétique à son nouvel empire. Il instaure plutôt des gouvernements de coalition pro-soviétiques. Mais les communistes s'assurent de garder la main haute sur la police et la sécurité. La conférence de Yalta a donné à la Russie le contrôle de l'Europe centrale. Nous savions très bien comment les Russes interprétaient la démocratie et tout le reste, mais nous étions des alliés dans une guerre. Nous ne pouvions pas simplement dire à Staline « Nous allons vous donner notre interprétation de la démocratie occidentale. Entérinez-la et dites que c'est votre propre interprétation. » Ce n'était pas possible. On a commencé à recevoir des télégrammes des représentants américains dans les pays qu'on allait appeler plus tard les pays satellites, concernant le comportement des troupes soviétiques envers la population en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie et en Yougoslavie, et ainsi de suite. Il y avait de l'orage dans l'air. On craignait que tel ou tel membre important du parti paysan de la Bulgarie soit enlevé. Ou qu'il disparaisse tout simplement, ou que d'autres personnages jugés inacceptables par les nouvelles démocraties populaires disparaissent. À Berlin, où les Alliés supervisent conjointement la vie de la ville, les communistes sont prudents. Le principe était de coopérer au début et petit à petit d'implanter le parti.
d'en faire la meilleure organisation, la plus militante, la plus active, d'accroître graduellement son influence sur les autres partis pour en venir à contrôler toute la situation, mais de façon graduelle. Beaucoup d'Allemands ont très bien compris que le brun, la couleur des nazis, virait au rouge du jour au lendemain. Après tout, certaines méthodes étaient identiques, ou du moins très semblables, pour forcer les gens à faire des choses contre leur gré. La seule comparaison que je faisais, c'était toujours avec l'Union soviétique sous Staline. Par rapport à l'Union soviétique sous Staline, de 1935 à 1945, en Allemagne, de 1945 à 1946-1947, c'était merveilleux. Il y avait beaucoup moins de terreur que ce dont j'avais été témoin durant la décennie précédente en Union soviétique. Le communisme soviétique a survécu à l'épreuve de la guerre. L'armée rouge est la plus grande du monde et le général Eisenhower vient saluer la nouvelle superpuissance mondiale. Mais Staline craint l'encerclement par les forces capitalistes. Au pays, il se méfie de la trahison. Ceux qui ont été faits prisonniers par les Allemands et qui ont eu un aperçu de la vie à l'Ouest peuvent constituer une menace. On les arrête par milliers. Les Américains sont au courant. Certains étaient là à la suite du décret général de Staline. D'autres étaient des déserteurs et des voleurs. Des immigrés russes blancs. Des militaires polonais. J'ai pénétré dans un tout nouvel univers. Les camps de prisonniers ont été mon université. La Pologne. À Varsovie, ville dévastée, les Polonais commencent à déblayer les ruines. Ils ont combattu les Allemands sur chaque front, à l'Est comme à l'Ouest. Ils travaillent maintenant ensemble à la reconstruction de leur pays. Certains détestent le nouveau gouvernement admis communiste lié à Moscou, mais d'autres trouvent des raisons de l'accepter. Le plus important pour moi, c'était que ma mère et ma sœur reviennent de Sibérie et que nous puissions commencer à reconstruire le pays. Nous devions aussi renforcer nos frontières, qui étaient sérieusement menacées. Le fait de rester dans l'armée m'a donné cette chance. À Moscou, les nouveaux dirigeants fantoches de la Pologne sont invités à l'opéra. Les Polonais acceptent une alliance étroite avec l'Union soviétique. Staline promet de défendre les nouvelles frontières polonaises contre toute tentative allemande de recouvrement des territoires perdus. Staline est à l'apogée de son pouvoir. Ses collègues sont terrorisés en sa présence. Les diplomates russes, comme tous les autres dirigeants, membres du parti, vivaient dans la terreur du grand homme. Et avec raison, car s'ils lui donnaient un conseil mal avisé, il risquait de se retrouver dans un camp de concentration ou avec une balle derrière la tête. Ce n'était pas très facile de conseiller judicieusement Staline si le conseil était malvenu. Pour marquer les élections soviétiques, Staline fait une apparition solennelle.
À son peuple exténué, il ne promet aucune récompense, mais toujours plus d'efforts, d'autres plans quinquennaux pour l'industrie lourde. Et puis, en des termes nébuleux, il prévient que le capitalisme et l'impérialisme rendent d'autres guerres inévitables. Cela signifie-t-il la guerre entre l'Union soviétique et l'Occident? À l'étranger, on sonne l'alarme. J'ai lu le discours avec attention, mais je l'ai interprété comme une déclaration de guerre à retardement contre les États-Unis. Il n'y a aucun doute sur ses intentions lorsqu'on lit le texte attentivement. Le discours a été interprété à l'Ouest ni plus ni moins comme une prédiction de la Troisième Guerre mondiale. Cependant, je ne crois pas que c'était correct. Staline n'a rien dit de nouveau ou de différent dans ce discours. Il a dit ce qu'il avait toujours cru, que face à l'impérialisme et au capitalisme, la guerre était inévitable. Ce que les Russes pensaient, et je crois que Staline pensait de même, c'est que le communisme allait un jour prévaloir pour devenir l'idéologie dominante dans le monde et que, graduellement, tous les pays allaient devenir communistes. D'ici là, Staline n'allait pas déclarer des guerres qu'il risquait de perdre. Mais dès qu'on lui fournissait une occasion de mousser sa cause, il la saisissait toujours. Staline a assoupli sa dictature durant la guerre, mais la guerre finie, il la resserre de nouveau. La méfiance évidente de l'Union soviétique envers l'Ouest préoccupe Washington. On demande à un diplomate américain à Moscou, George Kennan, ce qui se passe à son avis. Quand ils m'ont finalement fait parvenir un télégramme exprimant leur étonnement et leur inquiétude que les Russes tardent à joindre la Banque internationale, je me suis dit... Bon sang, je ne peux pas répondre à ça simplement. Ils vont devoir me donner de l'espace. Je me suis assis et j'ai essayé de dresser un portrait de ce gouvernement qui émergeait de la guerre. L'une des forces de Kennan, c'est qu'il savait que la Russie dans laquelle nous vivions, la Russie soviétique de Staline, ou le communisme, comme les gens l'appelaient, puisait de bien des manières au passé russe. J'ai dû revenir à la case départ afin de tenter de leur dire des choses que je sentais qu'ils avaient oubliées durant la guerre. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours affaire au même groupe de personnes qui avaient négocié avec Hitler, qui avaient essayé de négocier avec Hitler à nos dépens et qui n'avaient jamais changé d'opinion à notre sujet. Le télégramme que Kennan envoie de l'ambassade de Moscou est prémonitoire. Une prophétie de quelques 8000 mots qui prévient que l'Union soviétique a des visées expansionnistes dans le monde et qu'il faut la contenir. Le jour où ce télégramme a été rédigé, j'étais, malheureusement ou heureusement, de service ce soir-là dans le bureau des communications. Cela m'ennuyait quelque peu parce que j'avais un rendez-vous très formel ce soir-là. Il y avait un bal dans une autre ambassade et je voulais sortir le plus tôt possible. Vers 18h30 ou 19h, George s'est amené avec ce télégramme de 6 pages qu'il voulait envoyer. Je lui ai dit, « Bien, envoyons-le demain. » J'ai tenté de le convaincre. Il a répondu, « Washington le veut, il va l'avoir. Vous restez ici et vous l'envoyez. » Le télégramme de George Kennan sème l'émoi à Washington. Quelques jours plus tard, la pertinence de son message est renforcée lorsque Churchill arrive aux États-Unis à l'invitation du président Truman. Ils ont commencé par faire connaissance. Notre président a dit à M. Churchill, « Comme nous allons passer beaucoup de temps ensemble, j'aimerais que vous m'appeliez Harry. » M. Churchill a répondu, « Je serais heureux de le faire si vous m'appelez Winston. » M. Truman a répliqué, « Je ne crois pas pouvoir faire cela. » Il a ajouté, « Je vous considère comme le premier citoyen du monde et il m'est impossible de vous appeler Winston. » Ce à quoi Churchill a répondu, « Si vous ne pouvez pas m'appeler Winston, alors je ne peux pas vous appeler Harry. »
Le président a conclu, dans ce cas, nous le ferons. Et ça a donc été Winston et Harry. Churchill doit prendre la parole devant un auditoire universitaire à Fulton, dans l'état d'origine de Truman. En privé, il informe Truman de ses propos. Le président n'est pas convaincu que les Américains sont prêts à une charge contre son allié soviétique de guerre et il laisse Churchill se mouiller seul. Mr. Churchill, he's one of the great men of the age. He's a great Englishman. He's a great Englishman, but he's half American. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Except in the British Commonwealth and in the United States, where communism is in its infancy, the Communist parties, or fifth columns, constitute a growing challenge and peril to Christian civilization. Whatever conclusions may be drawn from these facts, and facts they are, this is certainly not the liberated Europe we fought to build up, nor is it one which contains the essentials of permanent peace. Aussitôt après, en réponse aux questions d'un correspondant étranger, Staline a comparé Churchill à Hitler. Il a condamné le discours de Churchill en disant qu'il s'agissait d'un appel aux armes contre la Russie soviétique. Depuis 1945, les États-Unis étendent leur influence et leur puissance partout dans le monde. Staline devient nerveux. Il fait pression sur la Turquie afin qu'elle accorde à l'Union soviétique une présence militaire dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Les États-Unis et la Grande-Bretagne y voient une menace au canal de Suez. Ils sont déterminés à protéger la Turquie de toute ingérence soviétique. Lorsque l'ambassadeur turc à Washington meurt subitement, Truman dépêche le plus gros navire de guerre américain, le USS Missouri, pour remettre la dépouille à Istanbul. C'était un geste symbolique envers Staline. Ne bousculez pas la Turquie, parce que si vous bousculez la Turquie, nous serons là. L'Iran, comme la Turquie, a une frontière commune avec le sud de l'Union soviétique, et depuis des siècles, l'Iran est hostile à la Russie. Durant la guerre, les troupes soviétiques et britanniques ont occupé l'Iran pour protéger leurs réserves de pétrole. Elles y ont même célébré leur partenariat. Soupçonné de sympathie avec les Allemands, le vieux Shah a été détrôné et remplacé par son fils, Mohammad Riza Pahlavi. La guerre terminée, les troupes, britanniques et soviétiques, devaient se retirer. À l'échéance de l'occupation, Staline ne voulait plus partir. Il voulait rester. Cela a créé des problèmes. Nous avons subi bien des pressions de la part des Britanniques. Et en fait, l'Union soviétique n'avait aucun droit de rester là. La situation en Iran devient la première crise à laquelle est confronté le Conseil de sécurité des Nations Unies. That's Mr. Gromyko proposing to the Security Council that the hearing of the Persian case should be postponed. L'Union soviétique tente de bloquer les discussions. Elle échoue. Mr. Gromyko and the other Russians then walked out. Their dramatic exit seems to have caused no obvious reaction at the time, though we can imagine what most of those present were thinking. One good thing, however, emerges from this incident. The Security Council had stood its ground.
6 semaines plus tard, Staline retire en grande pompe ses troupes de l'Iran. Mais le président Truman, ébranlé par son comportement, soupçonne Staline de vouloir dominer le monde. Il a dit « Je veux documenter nos inquiétudes. Revoyez les accords récents et soulignez une à une les violations des Soviétiques. » J'étais alors l'assistant de M. Clifford et il m'a confié cette tâche. Nous en avons parlé un peu et j'ai dit « Eh bien, si on dresse une liste des violations des accords, on ne fait qu'érafler la surface. Il y a des problèmes beaucoup plus fondamentaux dans nos relations avec l'URSS. Voyons les choses de manière beaucoup plus globale. » Nous y avons consacré des semaines et nous avons interrogé la plupart des principaux dirigeants des États-Unis. L'unanimité a été absolue dans toutes les agences concernées quant à la nature de nos problèmes et la manière d'y réagir. Nous avons conclu le rapport en disant que la politique de notre pays devait être définie clairement. L'Union soviétique constitue une menace réelle à la liberté de ce monde. La liberté en Europe, la liberté aux États-Unis. Nous devons donc nous y préparer. Le rapport Clifford-LC est tenu secret. Le document conclut qu'une guerre contre l'URSS serait plus dévastatrice, plus horrible que tout ce qu'on a connu. Les États-Unis ont encore le monopole des armes atomiques. En juillet 1946, sur l'atoll de Bikini, dans le Pacifique, 2 bombes explosent. L'avertissement à Staline est clair. À partir de ce moment-là, les grandes puissances travaillent frénétiquement à mettre au point leurs propres armes atomiques et biologiques. À la conférence des ministres des Affaires étrangères à Paris, Molotov est résolu à maintenir l'Allemagne sous le contrôle conjoint des Alliés. Mais son vis-à-vis américain, le secrétaire d'État Burns, ne veut plus que l'Allemagne rembourse des dommages de guerre. Pour Molotov, Burns est trop préoccupé par l'opinion allemande. Il en est indigné. Molotov était surnommé Monsieur Non. Mais s'il avait été un Monsieur Oui, Staline ne l'aurait pas gardé. Staline avait besoin d'un Monsieur Non, d'une personne capable de recueillir le maximum de renseignements sur la position de l'autre camp. Molotov poussait l'autre camp dans ses derniers retranchements. Quand il avait complètement épuisé ses méthodes, c'était au tour de Staline. Il revenait alors pour résoudre les problèmes avec un sourire amical. C'est à Paris que l'alliance de guerre commence à s'effriter. Les Américains et les Britanniques sont pressés de développer des économies stables dans leur zone en Allemagne sans ingérence soviétique. It is not in the interest of the German people or in the interest of world peace that Germany should become a pawn or a partner in a military struggle for power between the East and the West. J'ai écouté le discours de Burns à Stuttgart en l'appuyant fortement, car en fait, j'en avais écrit l'essentiel. Et ceux d'entre nous qui y avaient travaillé, ainsi que Burns, n'avions pas de sentiments anti-soviétiques. The American people want to return the government of Germany to the people of Germany. The American people want to help the German people to win their way back to an honorable place among the free and peace-loving nations of the world. En 1945, les Alliés avaient approuvé l'annexion par la Pologne des provinces de l'Est de l'Allemagne jusqu'à l'Oder et la Neisse. Mais aujourd'hui, James Burns laisse entrevoir que ces nouvelles frontières sont injustes pour l'Allemagne et qu'on pourrait les changer.
Cette déclaration nous a choqués. Elle nous a incités à penser que notre frontière occidentale était remise en question par les Allemands et par les autres pays de l'Ouest. Ça a été l'un des facteurs les plus importants dans le renforcement de nos liens avec l'Union soviétique. More pictures have arrived from Moscow. They show the everyday scene in the Soviet capital's famous Red Square. And what's in their shops? Well, here's a glimpse of the sort of things now on display. These new fashions, our cameraman tells us, are so expensive that they're quite beyond the means of ordinary people in Russia today. Le sort des citoyens ordinaires est bien pire que ce que l'on montre aux actualités. Les temps étaient très durs. J'avais un fils d'1 an et demi. Il avait coutume de prendre une assiette dans l'armoire pour me suivre en disant « Donne-moi, donne-moi ». Mais je n'avais rien à lui donner. Nous allions marcher pour acheter des aliments de cheval. Dans les fermes collectives, les dommages de la guerre et la mort de tant d'ouvriers au front aggravent une terrible pénurie de nourriture. J'ai fait un voyage en Ukraine pendant la famine de 1947, dont personne n'avait entendu parler à l'extérieur. Les Soviétiques parlaient des grandes récoltes de céréales et de tout le reste. Nous sommes allés là-bas. Lorsque le train s'arrêtait, on pouvait voir des enfants au ventre ballonné qui mendiaient du pain. Même à Odessa, les gens étaient étendus dans les rues devant les hôpitaux où on ne pouvait pas les admettre et ils mouraient de faim. La malnutrition était généralisée. En Allemagne aussi, la faim et la maladie se répandent. Le cauchemar des alliés occidentaux, c'est que cette pauvreté pousse les Allemands vers le communisme. Il n'y avait jamais assez de nourriture. Nous avions toujours faim. Dans ce temps-là, on partait à la recherche de nourriture. On allait voir des fermiers et on mendiait. On avait parfois quelque chose, d'autres fois, rien. Voici comment le général américain Lucius Lay commente la situation. Il n'y a pas de choix possible entre être un communiste à 1500 calories par jour et croire à la démocratie à 1000 par jour. L'aide à l'Allemagne coûte plus d'1 million chaque jour. Mais les approvisionnements britanniques ne suffisent pas à sauver la vie de milliers d'Allemands qui meurent cet hiver-là par manque de nourriture et de combustible. La Grande-Bretagne aussi s'affaiblit. L'hiver rigoureux de 46-47 paralyse l'industrie. L'économie du pays, sapée par 6 ans de guerre, a des ratés. On manque de charbon. La production d'électricité est irrégulière et on resserre encore plus le rationnement de nourriture. Les gens oublient, vous savez. Le pain n'a jamais été rationné durant la guerre. Il a été après la guerre. Et cela parce que nous exportions massivement du blé en Allemagne pour y prévenir la famine générale. Ça a été un très mauvais hiver à tout point de vue. Il faisait froid, les récoltes ont été mauvaises, les gens étaient malheureux et les communistes gagnaient du terrain ici. Ici et ailleurs, particulièrement en Italie et en France, mais aussi en Allemagne. Les Britanniques ne peuvent plus respecter leurs engagements en Méditerranée. Ils préviennent les Américains qu'ils ont l'intention de se retirer. On a reçu le message, un message laconique. Il disait « La Grande-Bretagne retire son aide, tant économique que militaire, à la Grèce et à la Turquie. » Cela a tout simplement cristallisé les opinions au pouvoir exécutif que les États-Unis devaient agir et agir très, très vite.
La perspective n'augurait rien de bon pour l'Europe, pour les États-Unis ou pour qui que ce soit. À Washington, le président Truman se rend au Congrès. À partir d'aujourd'hui, annonce-t-il, les États-Unis vont contenir l'avance du communisme partout dans le monde. C'est en fin de compte la déclaration officielle de la guerre froide. J'ai su ce que ça voulait dire. Dans toute l'Europe, quelques 12 millions d'Allemands sont expulsés des terres sur lesquelles ils ont vécu pendant des siècles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épuration ethnique. À l'époque, les Alliés parlaient plutôt de transfert de population et les Britanniques aident les Allemands à partir. Jour de victoire à Londres. La Grande-Bretagne sort de 6 ans de guerre, soulagée mais épuisée. Pour l'instant, les gens applaudissent le roi et l'Empire comme si rien n'avait changé ou ne pouvait changer. Clement Attlee est le nouveau premier ministre du roi. Les électeurs britanniques ont élu la gauche et Churchill a été battu. En politique étrangère, le nouveau gouvernement travailliste s'agrippe à l'alliance américaine. Ernest Bevin, le nouveau secrétaire aux affaires étrangères, est un syndicaliste de carrière qui ne fait pas confiance aux communistes. Il a appuyé l'intervention de Churchill dans la guerre civile grecque. Les intérêts britanniques sont en jeu. Le conflit menace la route du pétrole britannique qui part du Moyen-Orient et traverse la Méditerranée. Le plus important mouvement de résistance, les communistes, prennent le pouvoir. Mais ils ignorent que Staline a confié à Churchill qu'il n'est pas du tout intéressé à une Grèce communiste. L'armée britannique débarque. La guerre civile est longue et cruelle, mais Staline tient parole et abandonne les communistes grecs à leur sort. L'Union soviétique domine maintenant les pays limitrophes de sa frontière occidentale. Au début, Staline n'impose pas un système soviétique à son nouvel empire. Il instaure plutôt des gouvernements de coalition pro-soviétiques. Mais les communistes s'assurent de garder la main haute sur la police et la sécurité. La conférence de Yalta a donné à la Russie le concerné quant à la nature de nos problèmes et la manière d'y réagir. Nous avons conclu le rapport en disant que la politique de notre pays devait être définie clairement. L'Union soviétique constitue une menace réelle à la liberté de ce monde. La liberté en Europe, la liberté aux États-Unis. Nous devons donc nous y préparer. Le rapport Clifford-Elsey est tenu secret. Le document conclut qu'une guerre contre l'URSS serait plus dévastatrice, plus horrible que tout ce qu'on a connu. Les États-Unis ont encore le monopole des armes atomiques. En juillet 1946, sur l'atoll de Bikini, dans le Pacifique, 2 bombes explosent. L'avertissement à Staline est clair. À partir de ce moment-là, les grandes puissances travaillent frénétiquement à mettre au point leurs propres armes atomiques et biologiques. À la conférence des ministres des Affaires étrangères à Paris, Molotov est résolu à maintenir l'Allemagne sous le contrôle conjoint des Alliés.
Mais son vis-à-vis américain, le secrétaire d'État Burns, ne veut plus que l'Allemagne rembourse des dommages de guerre. Pour Molotov, Burns est trop préoccupé par l'opinion allemande. Il en est indigné. Molotov était surnommé Monsieur Non. Mais s'il avait été un Monsieur Oui, Staline ne l'aurait pas gardé. Staline avait besoin d'un Monsieur Non, d'une personne capable de recueillir le maximum de renseignements sur la position de l'autre camp. Molotov poussait l'autre camp dans ses derniers retranchements. Quand il avait complètement épuisé ses méthodes, c'était au tour de Staline. Il revenait alors pour résoudre les problèmes avec un sourire amical. C'est à Paris que l'alliance de guerre commence à s'effriter. Les Américains et les Britanniques sont pressés de développer des économies stables dans leur zone en Allemagne sans ingérence soviétique. It is not in the interest of the German people or in the interest of world peace that Germany should become a pawn or a partner in a military struggle for power between the East and the West. J'ai écouté le discours de Burns à Stuttgart en l'appuyant fortement. Ce que les Russes pensaient, et je crois que Staline pensait de même, c'est que le communisme allait un jour prévaloir pour devenir l'idéologie dominante dans le monde et que, graduellement, tous les pays allaient devenir communistes. D'ici là, Staline n'allait pas déclarer des guerres qu'il risquait de perdre. Mais dès qu'on lui fournissait une occasion de mousser sa cause, il la saisissait toujours. Staline a assoupli sa dictature durant la guerre, mais la guerre finie, il la resserre de nouveau. La méfiance évidente de l'Union soviétique envers l'Ouest préoccupe Washington. On demande à un diplomate américain à Moscou, George Kennan, ce qui se passe à son avis. Quand ils m'ont finalement fait parvenir un télégramme exprimant leur étonnement et leur inquiétude que les Russes tardent à joindre la Banque internationale, je me suis dit, bon sang, je ne peux pas répondre à ça simplement. Ils vont devoir me donner de l'espace. Je me suis assis et j'ai essayé de dresser un portrait de ce gouvernement qui émergeait de la guerre. L'une des forces de Kennan, c'est qu'il savait que la Russie dans laquelle nous vivions, la Russie soviétique de Staline, ou le communisme, comme les gens l'appelaient, puisait de bien des manières au passé russe. J'ai dû revenir à la case départ afin de tenter de leur dire des choses que je sentais qu'ils avaient oubliées durant la guerre. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours affaire au même groupe de personnes qui avaient négocié avec Hitler, qui avaient essayé de négocier avec Hitler à nos dépens et qui n'avaient jamais changé d'opinion à notre sujet. Le télégramme que Kennan envoie de l'ambassade de Moscou est prémonitoire. Une prophétie de quelques 8000 mots qui prévient que l'Union soviétique a des visées expansionnistes dans le monde et qu'il faut la contenir. Le jour où ce télégramme a été rédigé, j'étais, malheureusement ou heureusement, de service ce soir-là dans le bureau des communications. Cela m'ennuyait quelque peu parce que j'avais un rendez-vous très formel ce soir-là. Il y avait un bal dans une autre ambassade et je voulais sortir le plus tôt possible. Vers 18h30 ou 19h, Georges s'est amené avec ce télégramme de 6 pages qu'il voulait envoyer. Je lui ai dit, « Bien, envoyons-le demain. » J'ai tenté de le convaincre. Il a répondu, « Washington le veut, il va l'avoir. Vous restez ici et vous l'envoyez. » Le télégramme de George Kennan sème l'émoi à Washington. Quelques jours plus tard, la pertinence de son message est renforcée lorsque Churchill arrive aux États-Unis à l'invitation. Donne-moi, donne-moi. Mais je n'avais rien à lui donner. Nous allions marcher pour acheter des aliments de cheval. Dans les fermes collectives, les dommages de la guerre et la mort de tant d'ouvriers au front aggravent une terrible pénurie de nourriture.
J'ai fait un voyage en Ukraine pendant la famine de 1947 dont personne n'avait entendu parler à l'extérieur. Les Soviétiques parlaient des grandes récoltes de céréales et de tout le reste. Nous sommes allés là-bas. Lorsque le train s'arrêtait, on pouvait voir des enfants au ventre ballonné qui mendiaient du pain. Même à Odessa, les gens étaient étendus dans les rues devant les hôpitaux où on ne pouvait pas les admettre et ils mouraient de faim. La malnutrition était généralisée. En Allemagne aussi, la faim et la maladie se répandent. Le cauchemar des alliés occidentaux, c'est que cette pauvreté pousse les Allemands vers le communisme. Il n'y avait jamais assez de nourriture. Nous avions toujours faim. Dans ce temps-là, on partait à la recherche de nourriture. On allait voir des fermiers et on mendiait. On avait parfois quelque chose, d'autres fois, rien. Voici comment le général américain Lucius Lee commente la situation. Il n'y a pas de choix possible entre être un communiste à 1500 calories par jour et croire à la démocratie à 1000 par jour. L'aide à l'Allemagne coûte plus d'1 million chaque jour. Mais les approvisionnements britanniques ne suffisent pas à sauver la vie de milliers d'Allemands qui meurent cet hiver-là par manque de nourriture et de combustible. La Grande-Bretagne aussi s'affaiblit. L'hiver rigoureux de 46-47 paralyse l'industrie. L'économie du pays, sapée par 6 ans de guerre, a des ratés. On manque de charbon. La production d'électricité est irrégulière et on resserre encore plus le rationnement de nourriture. Les gens oublient, vous savez. Le pain n'a jamais été rationné durant la guerre. Il a été après la guerre. Et cela parce que nous exportions massivement du blé en Allemagne pour y prévenir la famine générale. Ça a été un très mauvais hiver à tout point de vue. Il faisait froid, les récoltes ont été mauvaises. Qu'il voulait envoyer. Je lui ai dit, bien, envoyons-le demain. J'ai tenté de le convaincre. Il a répondu, Washington le veut, il va l'avoir. Vous restez ici et vous l'envoyez. Le télégramme de George Kennan sème l'émoi à Washington. Quelques jours plus tard, la pertinence de son message est renforcée lorsque Churchill arrive aux États-Unis à l'invitation du président Truman. Ils ont commencé par faire connaissance. Notre président a dit à M. Churchill, « Comme nous allons passer beaucoup de temps ensemble, j'aimerais que vous m'appeliez Harry. » M. Churchill a répondu, « Je serais heureux de le faire si vous m'appelez Winston. » M. Truman a répliqué, « Je ne crois pas pouvoir faire cela. » Il a ajouté, « Je vous considère comme le premier citoyen du monde et il m'est impossible de vous appeler Winston. » Ce à quoi Churchill a répondu, « Si vous ne pouvez pas m'appeler Winston, alors je ne peux pas vous appeler Harry. » Le président a conclu, « Dans ce cas, nous le ferons. » Et ça a donc été Winston et Harry. Churchill doit prendre la parole devant un auditoire universitaire à Fulton, dans l'état d'origine de Truman. En privé, il informe Truman de ses propos. Le président n'est pas convaincu que les Américains sont prêts à une charge contre son allié soviétique de guerre et il laisse Churchill se mouiller seul. Mr. Churchill, he's one of the great men of the age. He's a great Englishman. He's a great Englishman, but he's half American. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Except in the British Commonwealth
And in the United States, where communism is in its infancy, the Communist Party's or fifth columns constitute a growing challenge and peril to Christian civilization. Whatever conclusions may be drawn from these facts, and facts they are, this is certainly not the liberated Europe we fought to build up, nor is it one which contains the essentials of permanent peace. Aussitôt après, en réponse aux questions d'un correspondant étranger, Staline a comparé Churchill à Hitler. Subit bien des pressions de la part des Britanniques. Et en fait, l'Union soviétique n'avait aucun droit de rester là. La situation en Iran devient la première crise à laquelle est confronté le Conseil de sécurité des Nations Unies. That's Mr. Gromyko proposing to the Security Council that the hearing of the Persian case should be postponed. L'Union soviétique tente de bloquer les discussions. Elle échoue. Mr. Gromyko and the other Russians then walked out. Their dramatic exit seems to have caused no obvious reaction at the time, though we can imagine what most of those present were thinking. One good thing, however, emerges from this incident. The Security Council had stood its ground. 6 semaines plus tard, Staline retire en grande pompe ses troupes de l'Iran. Mais le président Truman, ébranlé par son comportement, soupçonne Staline de vouloir dominer le monde. Il a dit « Je veux documenter nos inquiétudes. Revoyez les accords récents et soulignez une à une les violations des Soviétiques. » J'étais alors l'assistant de M. Clifford et il m'a confié cette tâche. Nous en avons parlé un peu et j'ai dit « Eh bien, si on dresse une liste des violations des accords, on ne fait qu'érafler la surface. Il y a des problèmes beaucoup plus fondamentaux dans nos relations avec l'URSS. Voyons les choses de manière beaucoup plus globale. » Nous y avons consacré des semaines et nous avons interrogé la plupart des principaux dirigeants des États-Unis. L'unanimité a été absolue dans toutes les agences concernées quant à la nature de nos problèmes et la manière d'y réagir. Nous avons conclu le rapport en disant que la politique de notre pays devait être définie clairement. L'Union soviétique constitue une menace réelle à la liberté de ce monde. La liberté en Europe, la liberté aux États-Unis. Nous devons donc nous y préparer. Le rapport Clifford-LC est tenu secret. Le document conclut qu'une guerre contre l'URSS serait plus dévastatrice, plus horrible que tout ce qu'on a connu. Les États-Unis ont encore le monopole des armes atomiques. Que l'ambassadeur turc à Washington meurt subitement, Truman dépêche le plus gros navire de guerre américain, le USS Missouri, pour remettre la dépouille à Istanbul. C'était un geste symbolique envers Staline. Ne bousculez pas la Turquie, parce que si vous bousculez la Turquie, nous serons là. L'Iran, comme la Turquie, a une frontière commune avec le sud de l'Union soviétique, et depuis des siècles, l'Iran est hostile à la Russie. Durant la guerre, les troupes soviétiques et britanniques ont occupé l'Iran pour protéger leurs réserves de pétrole. Elles y ont même célébré leur partenariat. Soupçonné de sympathie avec les Allemands, le vieux Shah a été détrôné et remplacé par son fils, Mohammad Riza Pahlavi. La guerre terminée, les troupes, britanniques et soviétiques, devaient se retirer. À l'échéance de l'occupation, Staline ne voulait plus partir. Il voulait rester.
Cela a créé des problèmes. Nous avons subi bien des pressions de la part des Britanniques. Et en fait, l'Union soviétique n'avait aucun droit de rester là. La situation en Iran devient la première crise à laquelle est confronté le Conseil de sécurité des Nations unies. That's Mr. Gromyko proposing to the Security Council that the hearing of the Persian case should be postponed. L'Union soviétique tente de bloquer les discussions. Elle échoue. Mr. Gromyko and the other Russians then walked out. Their dramatic exit seems to have caused no obvious reaction at the time, though we can imagine what most of those present were thinking. One good thing, however, emerges from this incident. The Security Council had stood its ground. 6 semaines plus tard, Staline retire en grande pompe ses troupes de l'Iran. Mais le président Truman, ébranlé par son comportement, soupçonne Staline de vouloir dominer le monde. Il a dit « Je veux documenter nos inquiétudes. Revoyez les accords récents et soulignez une à une les violations des Soviétiques. » J'étais alors l'assistant de M. Clifford et il m'a confié cette tâche. Nous en avons parlé un peu. Incroyable, sans loi et sans abri. Un continent de nomades. Des millions de gens déplacés par les nazis tentent de regagner leur foyer. Ce sont maintenant les Allemands qui sont les victimes. De la Méditerranée à la Baltique, les vainqueurs façonnent l'Europe à leur image. La Pologne, la route des envahisseurs vers la Russie, obsède Staline. La Pologne de l'Est est annexée par l'Union soviétique. En contrepartie, les Alliés déplacent tout le pays vers l'Ouest pour donner à la Pologne les territoires de l'Est de l'Allemagne. Les Allemands en sont expulsés. Les Polonais, dont les terres ont été prises par l'Union soviétique, occupent maintenant les fermes et les maisons allemandes. À l'automne de 1945, une jeune Polonaise de 19 ans et un homme plus âgé de la milice sont entrés dans notre maison. La fille a demandé « À qui appartient cette maison ?» Ma mère a répondu « C'est notre maison ». Et Hania, c'était le nom de la Polonaise, a dit « Maintenant, elle est à moi ». À partir de ce moment, c'était la maison de Hania. À 6 heures du matin, la milice est arrivée et on a frappé à la porte à coups de crosse de fusil. Dehors! Même si je n'étais qu'une enfant, j'ai su ce que ça voulait dire. Dans toute l'Europe, quelques 12 millions d'Allemands sont expulsés des terres sur lesquelles ils ont vécu pendant des siècles. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épuration ethnique. À l'époque, les Alliés parlaient plutôt de transfert de population. Et les Britanniques aident les Allemands à partir. Jour de victoire à Londres. La Grande-Bretagne sort de 6 ans de guerre, soulagée mais épuisée.